Alors, je suis économiste. Je vais parler de finances publiques. Les chances que j'en perde quelques-uns en cours de route sont très fortes. Alors, j'ai décidé de vous présenter les conclusions dès le départ. Comme ça, ceux qui dormiront auront l'important tout de suite. Alors, les arguments à retenir, la crise des finances publiques actuelle est provoquée en bonne partie par les réductions d'impôts des dernières années, des dernières décennies. Alors, ce n'est pas un problème de mauvaise gestion, d'augmentation exceptionnelle des dépenses publiques. C'est vraiment que dès que le gouvernement disposait d'une marge de manœuvre, il la passait en réduction d'impôts. La crise actuelle va servir de prétexte à deux, entre guillemets, révolutions. Et comme vous avez vu le titre, c'est des révolutions vers l'arrière. Donc, première, c'est la transformation de la fiscalité. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va passer d'un impôt progressif vers des taxes et des tarifs régressifs. Lorsqu'on parle d'un impôt progressif, c'est un impôt qui demande une contribution plus élevée à ceux qui ont des revenus plus élevés. Donc, plus on a de l'argent, plus on contribue pour une part élevée de notre revenu à l'État, ce qui est un principe de solidarité tout à fait ordinaire et reconnu à travers le monde. La deuxième chose, la deuxième transformation qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'argument qu'on est les plus imposés. Et moi, je vais vous tenter de vous démontrer le contraire. La deuxième révolution vers l'arrière qu'on veut faire, c'est réduire les services publics et les programmes sociaux. Et pour ça, depuis quelques années, on utilise la stratégie de la famine et on l'a accentuée avec le budget Bachand. Et toute cette stratégie-là sert à justifier les privatisations. Il faut rappeler qu'il y a seulement un tiers du déficit qui est responsable par les baisses d'impôts. Et c'est le gouvernement libéral lui-même qui a reconnu qu'un tiers du déficit n'était pas dû à la crise, mais était bien dû à la mauvaise gestion. Ils avaient reconnu qu'ils ont trop diminué la fiscalité dans les dernières années. Il n'y avait plus de marge de manœuvre. La crise est arrivée et un tiers, donc 1,5 milliard, s'explique par les baisses d'impôts du gouvernement libéral. Mais si on recule plus loin, donc à partir des années 2000, 1999, les années 2000, il y a eu un vaste mouvement de réduction de la fiscalité au Québec. On parle d'une marge de manœuvre de 3 à 6 milliards par année que le gouvernement a perdu pour soit investir dans les services publics ou encore rembourser sa dette ou faire d'autres programmes. Si on regarde l'impôt qu'on nous enlève sur nos salaires, c'est au Québec que c'est le plus élevé. Et effectivement, c'est le vrai. Parce qu'au Québec, on a choisi, dans les années 70, dans les années 80, on a maintenu ce choix-là, d'aller chercher une grande part des revenus publics par l'impôt sur le revenu, pour la simple et bonne raison que c'est la méthode la plus efficace et c'est la méthode la plus équitable, parce qu'on peut contrôler les revenus, on peut répartir le poids de la fiscalité de manière proportionnelle, donc pour que les personnes les plus aisées contribuent plus que ceux qui sont pauvres. Mais si on regarde les autres types d'argent qu'on envoie à l'État, bien là, soudainement, on se console. Si on regarde l'assurance-emploi, donc les différentes cotisations sociales obligatoires, on a l'assurance-emploi, l'assurance parentale, la Régie des rentes du Québec. Au Québec, si on se compare, même aux États-Unis et surtout à l'Europe, on est extrêmement avantagé. Nos taux de cotisation sociale sont très bas. Même chose aussi, il faut regarder ce qu'on donne au gouvernement, mais il faut aussi regarder ce qui nous revient directement par les programmes fiscalisés. Donc, par exemple, les prestations fiscales pour les enfants au fédéral ou le soutien aux enfants au provincial. Donc, dès qu'on a des enfants, on reçoit des crédits d'impôt remboursables, donc soit qu'on réduit notre imposition ou on nous renvoie carrément de l'argent lorsqu'on ne gagne pas assez pour payer de l'impôt. Il faut arrêter de croire l'argument qu'on nous ressort inlassablement que les Québec est l'endroit où le taux d'imposition est le plus élevé. Il faut regarder l'ensemble de la fiscalité pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. Il faut aussi regarder, mais ça je ne le ferai pas aujourd'hui, ce qu'on reçoit en retour de l'imposition. C'est sûr qu'on paye la moyenne, des fois on paye plus cher lorsqu'on est célibataire à revenu élevé, mais en même temps, si on regarde les services qu'on a ici au Québec, qu'on n'a pas chez nos voisins en Amérique du Nord, bien, peut-être qu'on serait avantageux. Et je ne sais pas si Damien va faire le lien, mais juste au niveau de l'assurance santé, nos amis du Sud aux États-Unis, avoir une assurance familiale, on parle de pour une famille, de 10 à 15 000 $ par année qu'on doit débourser de sa poche. Alors qu'ici, bien, c'est nos impôts qui nous fournissent notre assurance santé. L'autre affaire qu'on nous ramène souvent, c'est la fiscalité des entreprises. Alors, il faut réduire l'impôt des entreprises parce que sinon, ils ne viendront pas investir ici, ils vont s'enfuir. Le plus grand mensonge ou demi-vérité qu'on a dans la place publique, c'est bien celui-là. Le Québec est un paradis fiscal pour les entreprises et ce n'est pas moi qui le dis,
d'une part, le Investissement Québec, qui est l'organisme gouvernemental qui a pour mission d'attirer les investisseurs, s'en vante dans tous ses documents. Le Québec est la place en Amérique du Nord où le taux d'imposition sur les profits des entreprises est le plus bas. Il y a une ambition derrière cette propagande sur le fait qu'on est les plus imposés. On veut transformer le système québécois de fiscalité qui est basé sur l'impôt sur le revenu progressif vers un autre système fiscal où on va beaucoup plus s'appuyer vers les tarifs et les taxes, qui sont deux manières d'aller chercher de l'argent dans vos poches, qui est beaucoup moins équitable que l'impôt sur le revenu. Car il ne faut pas s'en cacher, là, on ne peut pas avoir des services publics si on ne paye pas. Donc, on doit s'y faire. Si on veut des services, il faut les payer, mais il y a des façons plus intelligentes de payer que d'autres. Donc, le budget Bachand de l'année dernière, donc de ce budget de cette année, le budget Bachand, a annoncé deux augmentations de taxes à la consommation, donc la TVQ qui va passer de 8,5 % en janvier prochain et à 9,5 % l'année prochaine. Une augmentation de taxes sur l'essence est prévue sur les 4 prochaines années. On a aussi une augmentation des tarifs pour les services publics. Alors, indexation de l'ensemble des services, à l'exception des garderies. Une augmentation des frais de scolarité qui sera annoncée à partir de 2012, déjà qu'on avait connu une augmentation accélérée des frais de scolarité dans les dernières années. Les impôts déguisés en contribution santé, 1 milliard de dollars qu'on va aller chercher directement dans les poches de l'ensemble de la population. Et ça, c'est probablement l'impôt, la contribution la plus inéquitable qu'on a inventée. 200 dollars dans 4 ans pour l'ensemble des ménages, peu importe qu'ils gagnent 20 000 dollars par année ou 250 000 dollars par année. Donc ça, c'est vraiment inéquitable comme façon. Et le gouvernement se dit, ce n'est pas de l'impôt. Moi, je m'excuse, mais quand je fais mon rapport d'impôt, puis il faut que je coche 200 dollars ou que je coche pour l'assurance médicaments, puis ça s'en va avec mon chèque d'impôt, pour moi, c'est de l'impôt. Donc, il faut voir à ce niveau-là le problème. Et on annonce à l'avance, comme ça, on ne réagit pas tout de suite parce que c'est pour plus tard, puis quand ça va arriver, on va l'avoir oublié, mais on annonce des hausses d'augmentation des tarifs d'électricité de 15 % à partir de 2014. Et si on applique la révolution tarifaire, voici ce qu'on va contribuer en plus. Alors, les plus pauvres vont contribuer à 5 % de plus de leurs revenus pour les nouveaux tarifs, alors que les plus riches, on parle de 2,2. Si on regarde ceux qui ont des enfants qui vont à l'université, c'est 11 % des revenus qui iront de manière supplémentaire au gouvernement pour payer les services, alors que les plus riches, c'est 3,4 %. Donc, on ne nous a pas changé 4,30 sous pour une pièce. Il y en a qui ont su, on leur a donné 4,30 sous, on leur a donné 2 piastres, d'autres, on donne 4,30 sous, puis on leur donne 50 cents. Alors, il y a vraiment un transfert important de la fiscalité. Le poids de la fiscalité se déplace vers les plus aisés, vers la classe moyenne. Je réitère mes arguments à retenir. La crise des finances publiques actuelle, qui a été en grande partie provoquée par une mauvaise gestion des fonds publics, parce qu'on a dilapidé l'ensemble des petites marges de manœuvre que le gouvernement avait acquis dans les 10 dernières années, va servir de prétexte à 2 révolutions. Premièrement, la transformation de la fiscalité d'un impôt progressif vers des taxes et des tarifs régressifs, tout ça en argumentant faussement que c'est ici qu'on est le plus imposé, donc on ne peut pas avoir recours à l'impôt plus. Et l'autre élément, c'est réduire les services publics et les programmes sociaux par la stratégie de la famine et en justifiant la privatisation. Alors, je crois qu'il faut prendre acte de cette volonté politique-là de transformer à la fois notre régime fiscal, mais aussi nos services publics, et opposer des propositions alternatives plus équitables et qui s'appuient sur la solidarité sociale et les régimes publics universels.